Je passe maintenant à cet épisode de l'internement de l'armée de l'Est, du général Bourbaki, un général qui va essayer d'éviter la honte de la capitulation en se tirant une balle et en se loupant. On ne veut pas rentrer dans cette thématique qu'on a déjà abordée plusieurs fois. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a des gens qui n'ont pas vu le panorama Bourbaki à Lucerne. Est-ce qu'il y en a? Si jamais vous avez l'occasion, allez, c'est un panorama de 1500 mètres carrés sur une rotonde et tout autour de vous, vous avez tout le déroulement de cette neutralisation de l'armée des Bourbaki, qui était dirigée par le général Clinchamp et qui a demandé en fait l'asile à la Suisse. Et donc on a toute cette démobilisation qui s'est faite. Je vous passe juste un petit clip de la Croix-Rouge sur le sujet pour ne pas l'aborder de nouveau. 1870 à 1871, prise en charge des soldats de l'armée de Bourbaki. Que faire lorsqu'une armée entière, massée à la frontière, cherche à pénétrer sur le territoire national? Non par soif de conquête, mais pour se protéger d'un ennemi en tout point supérieur. Comment réagir en tant que pays neutre? En 1871, le Conseil fédéral reçoit une lettre de France. L'armée du général Bourbaki a été contrainte de se replier dans le Jura par les troupes allemandes. Les soldats sont affaiblis et inaptes au combat. La Suisse pourrait-elle les accueillir temporairement afin d'éviter un massacre? Les autorités décident d'ouvrir les frontières. 85 000 soldats et officiers épuisés et mal équipés déposent les armes et sont internés à titre provisoire. On confie à la Croix-Rouge la tâche de les héberger aux quatre coins du pays, qui compte alors 2 600 000 habitants. Les forces françaises accueillies représentent 3% de la population totale. L'effort demandé à notre petit pays est loin d'être négligeable. Que faire lorsque des milliers de soldats épuisés se massent à votre frontière? La Suisse a offert sa protection à ces hommes. Elle était neutre et active, et c'est tout à son honneur. Donc la dernière personne que vous avez vue, c'est le général Herzog, donc, qui était nommé pour cette guerre. Voilà pour cette première partie filmée, et je passe maintenant la parole à Jean-Pierre, qui va nous évoquer cette lettre de Dufour, notamment Leboeuf. Et ce fameux texte qu'on a retrouvé sur le rôle de la Suisse à cette époque. Juste pour commencer, une petite chose que vous ne savez peut-être pas au sujet du panorama de Lucerne, c'est que naturellement Édouard Castres a fait un avant-projet
qui mesure entre 1,50 m et 2 m environ. Et puis si vous souhaitez le voir, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à Lucerne. Il vous suffit de venir au musée militaire genevois à Pente où il est exposé. Alors, donc oui, je vous encourage naturellement à lire l'article de Marc Monnier, publié dans la Revue des Deux Mondes en 1871, qui est donc intitulé « La Suisse pendant la guerre de 1870, nos émigrés de Strasbourg et nos soldats de l'armée de l'Est ». Donc c'est un article très complet qui parle du rôle de la Suisse pendant cette guerre de 1870, mais qui est trop long pour en faire une lecture intégrale. Donc j'ai choisi 4 textes. Le premier, qui est d'ailleurs l'ouverture de son article, c'est une lettre de Guillaume-Henri Dufour à Edmond Leboeuf, dans lequel Guillaume-Henri Dufour affirme la volonté et la capacité de la Suisse à maintenir sa neutralité dans le conflit qui sent arriver. Alors peut-être avant de vous lire la lettre, quelques mots sur Edmond Leboeuf. Alors c'est un officier qui était à peu près d'une génération plus jeune que Dufour, mais qui est issu du même moule que Dufour. C'est-à-dire il a aussi été formé à Polytechnique, et puis il a ensuite été formé à l'école d'application de l'artillerie et du génie de Metz. Une fois breveté officier, il a surtout combattu en Algérie, puis en Crimée, puis pendant la campagne d'Italie de 1859. Comme spécialiste de l'artillerie, s'était particulièrement illustré au siège de Constantine, ça c'est pendant la campagne d'Algérie, puis après, pendant la guerre de Crimée, au siège de Sébastopol, en 54-55, ce qui lui avait valu moult honneurs. Le premier, c'est qu'il a été fait Grand Croix de la Légion d'honneur, il a ensuite reçu la médaille militaire, et enfin, Napoléon III l'a fait maréchal de France et sénateur du Second Empire en 1870. Donc au moment où Dufour lui écrit, Leboeuf est vraiment au sommet de sa carrière, et puis il était à la fois ministre de la guerre et major général, c'est-à-dire commandant en second de l'armée juste derrière Napoléon III. Mais en fait cette position il ne va pas la tenir très longtemps parce que, comme on l'a évoqué, la mobilisation de 1870 côté français a donné lieu à une indescriptible pagaille. Et puis après, les premières défaites face aux troupes prussiennes et allemandes lui ont valu d'être destitué de toutes ses fonctions. Donc il a été relégué au commandement du 3e corps d'armée sous les ordres de Bazaine, et il a fini par être fait prisonnier dans Metz avec le reste de l'armée de Bazaine. Donc voici ce que Dufour écrit le 24 juin 1870 à Edmond Leboeuf. Monsieur le maréchal, j'ai vu avec peine qu'à la tribune française, on a mis en doute la possibilité pour la Suisse de faire respecter sa neutralité. L'orateur qui a émis ce doute ne connaît pas tout ce que nous avons fait depuis 1815 pour effacer la pénible impression qu'avaient produite en France les événements de cette époque et nous mettre à même de prendre dans de pareils cas une autre attitude. Et c'est ce qui m'engage à vous adresser ces quelques lignes. Nous avons maintenant une armée de plus de 100 000 hommes, bien organisée et appuyée d'une landwehr presque aussi nombreuse. Notre artillerie est sur un très bon pied et nos armes portatives sont du meilleur modèle. Nous avons des camps tactiques, des écoles d'instruction, de nombreuses réunions militaires. Et ce qui vaut encore mieux que tout cela, c'est l'esprit de nationalité qui anime tous les citoyens, la ferme résolution où ils sont de défendre notre neutralité et notre indépendance, de quelque côté que vienne l'orage qui pourrait nous menacer. On a vu la réalité de ces dispositions du peuple suisse lorsqu'en 1857, la Prusse nous a menacés d'une invasion au sujet du conflit neuchâtelois. La population tout entière s'est levée comme un seul homme, l'élan était général, les femmes même y ont pris part. Les mesures les plus énergiques ont reçu leur exécution. Une partie de l'armée a immédiatement été mise sur pied, le reste tenu de piquet. Toutes les ressources de la Confédération ont été mises à la disposition du commandant en chef.
Celui-ci a fait marcher ses troupes à la frontière, a couvert de retranchements les ponts de Bâle et de Chafouz, préparé la destruction des autres, tout en jetant de nouveau pour ses propres communications. Les troupes se sont livrées avec ardeur à ces travaux malgré les rigueurs de la saison. Et si les événements s'étaient aggravés, le général, sans la moindre hésitation, aurait appelé tous ses bataillons et pas un homme, j'en suis sûr, n'aurait fait défaut. Et ce n'est pas la seule fois, ni la première, que la Suisse a manifesté sa résolution de se faire respecter et d'interdire tout passage à une armée étrangère sur son territoire. Déjà en 1831, dans la prévision des événements que pouvait amener la révolution qui venait de s'accomplir en France, elle avait ses états-majors sur pied. Elle commença à fortifier ses positions les plus importantes, Saint-Maurice, Zanglutzigsteig, Arberg, etc., et de préparer des mesures de destruction sur la route du Simplon, qui à cette époque donnait de justes sujets d'inquiétude. La Suisse n'a pas cessé depuis lors de faire de grandes dépenses pour compléter son matériel de guerre, perfectionner l'armement des troupes, munir les corps de tout ce qui leur serait nécessaire en cas de guerre, instruire, exercer, rendre aussi mobiles que possible toutes les divisions de l'armée. Il est donc raisonnable de croire que la Suisse est en état de défendre sa neutralité et l'on peut être certain qu'elle en a la ferme intention. Depuis plus de 50 années, tous ceux qui sont à la tête des affaires, dans les conseils, dans les camps, dans nos écoles militaires, dans nos fêtes nationales, partout, proclament hautement le principe d'une neutralité défendue au besoin par la population tout entière et ils sont écoutés. Les choses étant telles, je garantis non seulement la volonté, mais encore la possibilité pour la Suisse de défendre en toutes circonstances et contre qui que ce soit cette neutralité qui ne serait qu'un vain mot si elle n'était assurée que par des traités. Donc voilà pour la lettre de Guillaume-Henri Dufour au ministre français de la guerre. Et puis donc les trois autres extraits que j'ai choisis dans l'article de Marc Monnier concernent l'action humanitaire de la Suisse pendant la guerre de 1870. Alors je ne vais pas revenir sur l'internement de l'armée Bourbaki, on l'a évoqué tout à l'heure et puis on avait déjà eu en son temps l'occasion de décrire ce qui s'était passé à cette période de manière très complète. Donc je vais me concentrer sur trois points. L'action de l'agence bâloise du CICR, deuxièmement l'action de l'ambassadeur de Suisse à Paris pendant le siège, et dernièrement l'évacuation de Strasbourg sous l'égide de la Suisse. Alors on va commencer par l'action du CICR. Et donc, le texte précédent que je vous ai lu, la lettre de Guillaume-Henri Dufour, c'est un texte intégral. Par contre, les extraits que je vais vous donner, c'est un peu des digests, parce que ça aurait été trop long de les lire complètement. Donc j'ai gardé l'esprit du texte, mais en le compactant un petit peu. Donc c'est Marc Monnier qui parle ici par ma voix. Si notre voisin des Alpes n'avait eu d'autre souci que de se tenir bien prudemment à l'écart, sans offenser personne et de défendre sa maison, peut-être eût-on bien fait de l'appeler égoïste. Mais il fut dans cette guerre le plus actif et le plus dévoué des États neutres. Il intervint du premier jour et jusqu'à la fin dans l'intérêt de l'humanité. Il s'imposa d'abord pour mission de faire respecter la Convention de Genève. Le comité international siégeant à Genève sous la présidence de M. Gustave Moignet eut l'heureuse idée de fonder une agence à Bâle, un bureau de correspondance et de renseignement qui devait pendant la guerre faciliter de toute façon l'échange des communications entre les comités et la transmission des secours. Cette agence se chargeait de faire parvenir aux blessés des deux camps les offrandes des nôtres.
Au 31 décembre 1870, elle avait reçu près de 350 000 francs et expédié plus de 5 000 colis qui étaient non seulement des ballots de linge et de charpilles, mais des malles de vêtements chauds, des caisses de comestibles, des fûts de vin. Ces envois furent transportés gratuitement jusqu'au 15 novembre par les chemins de fer suisses, tandis que franchise de port était accordée au comité de Genève pour les 200 ou 300 lettres qui passaient chaque jour entre ses mains. Les camionneurs et même les portefaix offraient pour rien ou presque rien à prix réduit leur service à la Croix-Rouge. Alors peut-être juste une petite parenthèse de ma part, un portefaix aujourd'hui c'est une insulte, enfin c'est une personne vulgaire, mais au XIXe siècle le terme avait sa signification littérale, c'est-à-dire qu'un portefaix c'est un homme, une personne qui louait ses services pour transporter sur son dos des bagages ou des marchandises. L'agence de Bâle ne se contenta point de transmettre des secours, elle s'occupa directement des blessés. Dès le mois d'octobre, elle fit des démarches auprès des Prussiens pour obtenir que 300 blessés français qui, après guérison, allaient être internés au-delà du Rhin, fussent renvoyés chez eux en vertu de la Convention de Genève. Les Prussiens consentirent, et à dater du 20 octobre, ces invalides, suivis de beaucoup d'autres, arrivèrent à Bâle par petits détachements. L'agence les accueillait, retenait les plus souffrants dans un hôpital où 100 lits avaient été disposés pour eux, et toujours à ses frais, renvoyait les autres en France. Au 31 décembre, 1553 Français étaient ainsi rentrés dans leur pays. Cependant, le comité de secours ne s'occupait pas seulement des nôtres. Il songeait aussi aux blessés allemands. Il préparait des asiles de convalescents à Montreux, sur les bords du lac de Genève, je cite, et même en Italie, à Palenza, sur les bords du lac Majeur. On le chargeait même de rappeler les belligérants au respect de la Convention. Mais n'ayant aucune autorité officielle, il ne pouvait que transmettre les réclamations au Conseil fédéral, qui intervenait lui-même comme avocat, non comme arbitre, et qui à Tours comme à Versailles obtint de loin en loin quelques faveurs. Telle fut l'action de la Croix-Rouge. Nous ne disons rien des ambulances, des médecins, des infirmiers expédiés dans les deux armées, des secours de toutes sortes envoyés de toutes les maisons suisses dans les deux camps. C'est uniquement l'œuvre des comités de secours que nous relevons ici. Outre ceux de la Croix-Rouge, siégeant à Genève et Bâle, il y eut encore celui de la Croix verte, qui s'occupait spécialement des prisonniers et qui, dirigé par un Bâlois, le docteur Christ Saucine, eut sur les bras une lourde tâche. Il y eut encore de nombreux comités de femmes pour les malades et les blessés, pour les victimes de guerre, pour les populations ruinées, pour les réfugiés de Strasbourg. Comités français, allemands, suisses, internationaux, distribuant leurs dons aux vaincus, aux vainqueurs et à tous les malheureux, quel que fût leur uniforme, ceci dans les 22 cantons dont le moindre hameau donnait le peu qu'il avait. C'était chaque jour en faveur de ces infortunés un concert, une conférence, une quête, une vente publique. Une de ces ventes rapporta en 2 jours plus de 70 000 francs. Quel trait choisir dans cet immense élan de charité? Quelle ville distinguer sans faire injure à toutes les autres? Dans l'impossibilité où nous sommes de tout dire et de tout indiquer même, insistons seulement sur 2 points, Paris et Strasbourg. Donc ça sera le sujet des 2 extraits condensés suivants. À Paris, les Badois et les Bavarois s'étaient mis sous la protection du ministre suisse, M. Johann Conrad Kern, qui obtint d'abord pour eux quelques tempéraments. Alors, Johann Conrad Kern est l'un des hommes politiques suisses les plus éminents de la période de la Régénération. C'était un Turgovien d'extraction modeste, puisque son père était paysan et marchand de vin, et qui a donc fait des études de théologie et également de droit, et il a été donc très actif dans la politique d'abord de son canton, où il est allé jusqu'au stade du gouvernement, mais surtout au niveau fédéral et international.
Donc au niveau fédéral, il s'est particulièrement illustré en s'opposant à la demande d'extradition de Louis-Napoléon Bonaparte qui avait été formulée par la France en 1838. Puis après, il avait fait partie de cette fameuse commission des 7 qui avait été chargée par la Diète de trouver une issue à la crise du Sonderbund. Et il était le rapporteur de cette commission et c'est à ce titre qu'il a demandé à la Diète, qu'il a réclamé à la Diète des mesures militaires contre l'alliance séparée du Sonderbund. Après donc la constitution de la Suisse fédérale, il a contribué à la rédaction de la constitution fédérale de 1948. Il a été conseiller national, il a été juge fédéral, il a été conseiller aux États. Il a refusé de prendre un poste au Conseil fédéral. Par contre, il a été directeur et premier président de l'École polytechnique fédérale de Zurich, c'est à lui qu'on lui doit son expansion, et puis également directeur et membre du conseil d'administration des chemins de fer du Nord-Est. Donc vous voyez un profil très large. Au plan international, donc Kern a fait ses premières armes en 1848 comme chargé d'affaires de Suisse à Vienne, mais c'est surtout à l'occasion de l'affaire de Neuchâtel qu'il a particulièrement pu faire preuve de ses talents de diplomate en tant que représentant spécial de la Suisse lors des négociations du traité de Paris. C'est ceci d'ailleurs qui lui a valu d'être nommé ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse à Paris par le Conseil fédéral en 1957, ambassade qu'il dirigea jusqu'en 1883. Et Kern est aujourd'hui considéré comme le père de la diplomatie professionnelle en Suisse. Donc c'est ce Kern qui se trouvait à Paris pendant le siège et donc vers lequel d'abord les Badois et les Bavarois se sont tournés pour obtenir quelques protections, mais près de 7000 Bavarois et Badois durent ensuite partir, presque tous sans ressources, quand la trop juste crainte des espions et la violence déployée contre nos nationaux au-delà du Rhin firent décider de l'expulsion en masse des Allemands de France. 5500 d'entre eux, étant assistés et défrayés, coûtèrent d'abord une centaine de mille francs à la légation, puis plus de 125 000 francs à la Confédération. Bien des Suisses de Paris, suspects à cause de leur langue, quittèrent aussi la France. Ceux qui purent rester firent leur devoir. On en vit aux remparts, car il leur fut permis de s'enrôler dans la garde nationale. On en vit aux pompes, aux ambulances, partout où il y avait besoin de secours. Après l'investissement, le Conseil fédéral avait laissé à M. Kern pleine liberté d'aller à Tours ou de rester à Paris. Il répondit « Je reste et je partagerai jusqu'à la fin le sort de la colonie suisse ». Pendant le siège, il devint en plus d'une occasion le chef officieux du corps diplomatique et fut chargé par ses collègues de plaider à Versailles, donc auprès de l'état-major allemand, la cause de l'humanité. Il le fit avec plus d'insistance que de succès et ne put pas même obtenir la sortie des étrangers de la capitale bombardée. C'est en vain qu'écrivant à M. de Bismarck, il parlait des femmes, des enfants, des vieillards, des nôtres, frappés tout d'un coup par des obus sans dénonciation préalable dans l'intérieur de Paris. C'est en vain qu'au nom des principes et des usages reconnus du droit des gens, il réclamait des mesures pour permettre aux étrangers de se mettre à l'abri, eux et leurs biens. Il lui fut répondu, donc c'est la réponse de Bismarck, qu'on ne pouvait se persuader que la réclamation fût fondée sur le droit international, que l'invitation de quitter Paris n'avait pas manqué aux nôtres, qu'aucune loi ne forçait d'avertir les assiégés d'un bombardement, que Vatel autorisait la destruction d'une ville, si grande qu'elle fût, par les bombes et les boulets rouges, qu'il n'y avait enfin qu'un moyen de sauver les femmes, enfants et vieillards et les nôtres, c'était la reddition de Paris. M. Kern répliqua le 23 janvier pour rétablir les faits, affirmer de nouveau sans contester l'opinion de Vatel que le bombardement d'une ville fortifiée doit être précédé d'une dénonciation, mais il ne put triompher contre la raison du plus fort.
Donc dans ces deux interventions, là vous avez vu apparaître le nom de Vattel. Alors ça fait référence à un philosophe et théologien neuchâtelois du XVIIIe siècle qui s'appelait Aimère de Vattel et qui est l'auteur d'un traité qui s'appelait Le droit des gens ou principe de la loi naturelle appliquée à la conduite et aux affaires des nations et des souverains. Donc ce traité faisait encore autorité au XIXe siècle, et puis aujourd'hui encore, je pense que tu me confirmeras, il est historiquement considéré comme l'un des textes fondateurs du droit public international. C'est juste ça. Et donc voilà, donc les deux finalement utilisent les arguments du traité de Vattel, un pour justifier l'absence d'avertissement et puis l'autre pour appeler à plus d'humanité. La généreuse conduite de M. Kern n'en eut pas moins sa récompense. Dans une assemblée des Suisses de Paris réunie le 15 janvier, il reçut l'hommage public de la Confédération par les lèvres de M. Chenevière, qui arrivait de Berne et chargé d'une mission du Conseil fédéral. Donc voilà pour l'action qui n'a malheureusement pas porté beaucoup de fruits de l'ambassadeur Kern pendant le siège de Paris, et une autre, par contre, action de la Suisse qui, elle, a connu le succès, c'est l'évacuation de la ville de Strasbourg, ou au moins des non-combattants de la ville de Strasbourg. Si la Suisse échoua tristement à Versailles devant l'autorité de Vattel, elle réussit en revanche à Strasbourg, où la sécurité des assiégeants exigeait moins de prudence. C'est de Bâle que l'idée de porter secours aux Alsaciens germa, Bâlois qui étaient unis aux Suisses par une amitié séculaire, de vieux souvenirs, des vertus communes et des rapports de culture et de religion. Un comité se forma en faveur des assiégés et obtint l'appui du Conseil fédéral. Il fut décidé qu'on enverrait à Strasbourg une députation pour, je cite, concerter avec les commandants de la place et de l'armée assiégeante des mesures propres à faciliter à la population l'accès de la Suisse. Les députés devaient donc avant tout obtenir la sortie des habitants inoffensifs. Ces habitants recevraient des secours de la caisse fédérale, seraient amenés gratuitement, défrayés en toute manière, et leurs effets ne paieraient aucun droit d'entrée. Tout cela fut stipulé dans un arrêté officiel communiqué à Karlsruhe, à Berlin et à Paris. Les députés désignés furent M. Bischoff de Bâle, le promoteur de cette généreuse idée, le docteur Ramer de Zurich et le colonel brigadier von Buren de Berne, qui était également à ce moment-là le président du conseil administratif de la ville de Berne. Et c'est en fait von Buren qui a rédigé le rapport le plus complet sur le déroulement de cette mission, dont je vous lis un premier bref extrait. La délégation partit pour Strasbourg. Comment serait-elle reçue? Aurait-elle accès à la ville? Quel service lui permettrait-on de rendre? Ces questions nous troublaient, mais il n'y avait pas de temps à perdre. Pour arriver devant la forteresse, il fallut quitter le chemin de fer badois à Dinglingen, où une voiture attendait la députation le 9 septembre, avec 2 ordonnances à cheval qui devaient lui servir d'escorte. Elle passa le Rhin sur un pont volant et entra bientôt dans l'armée assiégeante. On voyait déjà la flèche de la cathédrale, on entendait le bruit du canon. Le lendemain 10 septembre, nous étions reçus à Mundelsheim par le général de Werder. Cet officier, petit homme brusque, brutal même, et qui avait eu le triste courage de résister aux sollicitations de l'évêque de Strasbourg, finit par s'amadouer avec nos Suisses, et après leur avoir opposé toutes sortes de bonnes raisons militaires, leur dit « Faites ce que vous pourrez ». Et sur quoi il les renvoya à son chef d'état-major, le lieutenant-colonel Lesinski, un homme de bon cœur et de bonne grâce, et le lendemain, les délégués étaient aux avant-postes et d'un petit belvédère regardaient le pays. Et von Buren poursuit dans son rapport, le ciel s'était éclairci depuis la veille, mais de Königshofen il s'élevait une colonne de feu et d'épaisse fumée. Un violent incendie avait éclaté.
Sur les remparts, comme sur les ouvrages des assiégeants, roulaient les nuages blanchâtres des batteries avec un bruit de tonnerre. À l'heure dite, l'officier prussien qui devait nous servir de parlementaire arriva avec son trompette. Nous le suivîmes d'abord en voiture puis à pied sur la route qui par Königshofen conduit à la porte nationale. Quand nous fûmes près de la place, les batteries se turent et un parlementaire français vint à notre rencontre sur le glacis. Les papiers échangés entre les officiers, on nous fit un chemin par-dessus un parapet en terre afin que notre voiture pût passer. Les portes étaient ouvertes. Tout le conseil municipal, en habit noir, le maire et l'adjoint portant l'écharpe tricolore, nous attendaient à la porte de Strasbourg. Plus loin, la foule criait « Vive la Suisse !» C'était la première fois depuis le commencement du siège que quelqu'un du dehors pénétrait dans la pauvre ville apportant sympathie et secours. C'était autour de nous une affreuse destruction. Le quartier que traversait la rue, en grande partie brûlé, rappelait les ruines de Glaris après la catastrophe. Le pont de Lille nous mit dans l'intérieur de la place où la destruction était moindre. Il y avait pourtant des maisons brûlées du haut en bas. Ce qui frappait le plus dans une cité si populeuse, c'était les magasins fermés, les fenêtres en partie barricadées, les soupiraux des caves bouchés. La mairie ayant été fort maltraitée, le conseil municipal siégeait à l'hôtel du commerce dans une salle où l'on nous fit entrer. Nous refusâmes les rafraîchissements qu'on nous offrait, il y avait de plus urgentes besognes à faire. Monsieur Bischoff exposa nettement notre mission. Il demanda qu'on dressât au plus tôt un rôle des personnes qui pourraient user de la permission de sortie accordée par les deux commandants militaires. Nous ne pouvions fixer de chiffres, mais il importait avant tout de constater les cas où la sortie était nécessaire. Les autorités communales devaient donc, avec une discrétion prudente, préparer des listes où les femmes, les enfants, les vieillards, les malades auraient naturellement la priorité. Tout cela décidé, nous fîmes notre visite au général allemand Urich, qui nous accorda toutes les facilités possibles. Le général de Werder se montra d'assez bonne composition et mit au service des délégués une cinquantaine de chars pour chaque colonne d'émigrants. Ces chars devaient les conduire au pont de bateau de la Rheingau et d'autres voitures les mener de là au chemin de fer badois sur lequel ils seraient expédiés gratuitement à Bâle. Il fut convenu que le jeudi 15 septembre à 10 h, un premier contingent de 500 Strasbourgeois serait attendu avec des chars à la porte d'Austerlitz. Pour préparer ce convoi, les membres de la députation eurent beaucoup à courir par des chemins difficiles que traversaient les boulets et les obus dans des nuits sombres qu'illuminait seulement l'incendie de Strasbourg. Enfin arriva le grand jour, à 10 h juste. Conduite par le général Urich en personne, la première colonne des migrants était à la porte d'Austerlitz. On peut se figurer la caravane, 60 chars de réquisition bourrés de paille, puis des véhicules de toutes sortes, voitures de place, de remise, omnibus d'hôtel et de chemin de fer, chargés de tout le monde qu'ils pouvaient porter et roulant en longue file, tandis qu'une foule de femmes et d'enfants suivaient à pied, et dans ce torrent humain, pas un homme, seulement ça et là, quelques vieillards. Un dernier trait que nous trouvons dans le rapport du colonel von Buren, les assiégés libérés ne sortirent pas tous sans inquiétude. On assure même qu'il y en eut qui aimèrent mieux rester. Les uns parce qu'ils craignaient les boulets sur les grandes routes, les autres parce qu'ils n'avaient pas une foi entière dans la députation. Ces délégués suisses auraient bien pu être des espions prussiens et il était donc plus prudent de ne pas quitter la ville. Cependant, tous ces émigrants furent accueillis en Suisse avec des transports de joie. Plusieurs villes avaient sollicité l'honneur de les recevoir. Quelques-unes en avaient même réclamé un certain nombre, comme on revendique un droit incontesté. Un comité de secours aux Strasbourgeois résidait à Bâle, sous la présidence de M. Körlin. Ce comité, entre autres bienfaits, délivrait aux émigrants des lettres de recommandation qui leur faisaient obtenir des billets gratuits sur tous les chemins de fer suisses.
La ville prise, tout ne fut pas fini. Plus de 6000 Strasbourgeois restaient sans abri et tout leur manquait. L'argent d'abord, puis les meubles, les lits, les vêtements. 10 000 francs de vivres et 12 000 francs en argent leur furent aussitôt envoyés de Bâle. Et ce qu'elle faisait ou ce qu'elle a fait pour la forteresse du Rhin, la Suisse le fit aussi, le tenta du moins, pour toutes les autres places assiégées. Voilà, merci pour votre attention.